Le Zoom de ce Smart Impact, j'accueille Mathieu Bruckert, bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Skillfuls que vous avez créé en 2017. On va parler de votre livre, ce petit dico de la RSE, plein de définitions et de mots importants. Mais d'abord, un mot de Skillfuls, c'est quoi Skillfuls ? C'est l'agence que j'ai créée, donc effectivement, il y a bientôt 10 ans, parce que alors, je suis consultant depuis plus longtemps que ça, mais de plus en plus, j'avais ce sujet de la responsabilité qui arrivait de la part de mes clients. Donc voilà, donc j'ai créé Skillfuls pour former, pour permettre de faire des conférences, et puis accompagner les entreprises, plutôt les PME et ETI, justement sur le chemin de plus de responsabilité. C'était un petit peu l'idée. J'ai commencé par organiser des hackathons de start-up à impact. Je suis très orienté passage à l'action, solution. C'est comme dans votre émission, mettre en avant des start-up et leur faire du business. Et mon dernier fait d'armes, c'est que j'ai eu l'occasion d'intervenir pour LinkedIn Learning. Voilà, d'être formateur LinkedIn Learning. J'ai donc 7 cours qui tournent sur leur plateforme de e-learning et qui ont maintenant été suivis par plus de 50 000 personnes. Bravo, un sujet aussi niche. Et donc, vous êtes d'une certaine façon une bonne vigie de l'intérêt pour ces questions de responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Alors, c'est vrai depuis quelques mois, on parle beaucoup de ce backlash, de ce retour de bâton, à la fois américain, européen. Est-ce que vous le ressentez ? C'est-à-dire, ou au contraire, vous dites non, il y a un mouvement de fond et j'ai toujours autant de clients et d'entreprises qui veulent prendre le virage ? Ah oui. Pour moi, ce backlash ne change rien. Rien du tout. Ça a commencé, d'accord. Donc, même si un type tout orange avec une perruque blonde essaye de transformer la réalité par les mots, mais en fait, la hausse des températures moyennes, on le constate, a commencé. Ça, on est d'accord. Voilà, donc, et puis, les consommateurs sont de plus en plus demandeurs. Les salariés, quand ils vont dans les entreprises, leur demandent ce qu'elles font exactement. Et alors, effectivement, même si ça fait déjà 10-15 ans que les plus grandes entreprises produisent un rapport RSE, racontent ce qu'elles font, etc. Ce qui est de plus en plus demandé, c'est vraiment ce passage à l'action. On n'en est plus au moment de la sensibilisation, de l'acculturation, mais vraiment à qu'est-ce que concrètement vous faites. Oui, quand même aussi, moi je porte ces arguments quotidiennement dans cette émission, mais il y a quand même aussi un mouvement de retrait qui est réel et pas seulement venu des États-Unis, qui se ressent dans les lois que l'Europe est en train de voter, qui se ressent dans les difficultés du bio chez les consommateurs. On ne peut pas gommer cette réalité. Ah, bien sûr, parce que le bio est toujours un peu plus cher, parce que les normes dont il a été question dans ce backlash, et j'imagine que vous parlez des attaques sur la CSRD. Oui, on va en parler de la CSRD. Elles étaient bien sûr très complexes, ces normes. L'idée, je pense, c'est qu'il faut absolument que la RSE sorte justement de la direction et du bureau RSE. Il ne faut surtout pas qu'elle soit dans les mains des gens de la qualité ou de la conformité. Il faut qu'elle soit comprise comme étant le système d'exploitation de l'entreprise. Et pour moi, ce qui était très intéressant dans cette CSRD, c'était cette notion justement de double matérialité que vous avez trouvé dans le petit dico. L'idée était de dire, en fait, ça a commencé, donc il va falloir s'adapter. Et quel est justement le risque que votre entreprise, votre organisation court à cause du dérèglement climatique ? Voilà. Est-ce que c'est un risque sur les matières premières ? Est-ce que c'est un risque sur le recrutement de talents ? Il y a de plus en plus d'entreprises qui auraient intérêt à se poser la question. Donc je suis tout à fait d'accord que cette norme était certainement très compliquée. J'ai vu plein de cabinets de conseil, surtout les 4 plus grands, se frotter les mains parce qu'ils allaient vendre du jour homme. Malheureusement, c'est entre guillemets bien fait. Mais par contre, sur le terrain et dans la réalité, je croise de plus en plus de chefs d'entreprise qui sont des fournisseurs pour ces grandes entreprises qui, elles, s'y sont mises depuis 10-15 ans, produisent des rapports RSE et sont en train de leur dire moi, dans 1 an, dans 2 ans, si vous n'avez pas un label RSE, si vous n'êtes pas capable de me dire ce que vous faites sur le volet environnemental, social, d'éthique, vous aurez beau être le moins cher, le plus sympa, je ne travaillerai plus avec vous. Oui. Effectivement, voilà. CSRD, directive européenne renforçant les obligations de reporting extra-financier pour les entreprises. C'est à la page 33 de ce petit dico de la RSE, plus de 140 définitions. Vous dites à surveiller la pertinence des données prime sur la quantité. Le enjeu est de produire du sens, pas du remplissage. Et ça rejoint ce que vous venez de dire là. Et c'est sans doute vrai que la première version de ce bilan extra-financier, ces 800 pages dont on a tant parlé ici, était trop complexe ? Mais moi, c'est ce qui ne m'intéresse pas avec la RSE, c'est ce qui ne m'intéresse pas avec le développement durable, c'est de remplir des cases et de faire de la qualité. Ce qui m'intéresse, c'est de changer l'état d'esprit, c'est de faire de l'innovation, c'est de s'attaquer au business model,
pour passer à l'économie circulaire. Oui. Voilà, ça c'est intéressant. Et ça donne de l'espoir aux plus jeunes. Le problème c'est ça. Ce qu'on ressent en ce moment, c'est plutôt un ralentissement du business, bien sûr, pour les questions géopolitiques que vous évoquiez. On sent un désespoir des jeunes parce que le monde va de plus en plus vite et on a de moins en moins de place pour eux. Et pour moi, qui suis un père de 5 enfants, ça me fait beaucoup de peine. Et pour moi, le développement durable, c'est justement le moyen de dire je pourrais peut-être pas tout révolutionner, mais j'aurais fait un petit peu ma part. On va essayer de réparer un petit peu. Et puis surtout, on va vous préparer à un monde de demain qui, oui, va être plus compliqué. Vous parliez de l'effet d'entraînement. Je reste sur le bilan extra-financier. Parce qu'aujourd'hui, dans la dernière version, cette loi omnibus du Parlement européen, c'est vrai qu'il n'y a plus que les très grandes entreprises qui sont concernées. Alors, malgré tout, ce que je comprends, par capillarité, ça va concerner toute leur chaîne de valeur. Ouais. Bon. Mais quand même, les ETI peuvent se dire aujourd'hui, j'ai plus besoin d'y aller. Alors, si vous voulez parler un peu technique, c'est vrai qu'en ce moment, mais ça évolue toutes les semaines, il y a une simplification de la CSRD, et puis on a repoussé un petit peu de quelques années pour les ETI. Donc, en dessous de 1000, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis, la Commission européenne propose, pour toutes les boîtes en dessous de 250, une norme volontaire, ce qui est une très bonne idée. Alors, du coup, effectivement, il y a un trou entre 250 et 1000. Mais... On peut imaginer qu'il y a des ETI qui s'embarquent en disant moi, les normes volontaires, je veux y aller. Ouais. Je me préparais à la CSRD telle qu'elle avait été prévue, première version, et donc parce que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un élément de différenciation aussi sur le marché. En moins, mais de moins en moins. Parce qu'il y en a de plus en plus qui le font. Mais bien sûr, de moins en moins. Donc en fait, c'est plutôt ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer dans quelques années, justement, c'est que malheureusement, ce sera plus différenciant. La majorité du marché va y être passée, et c'est plutôt que vous allez perdre un client, vous allez perdre des consommateurs, vous allez mettre votre image en danger parce que justement vous n'avez pas adressé ces sujets, alors que justement plutôt les PME et les ETI sont plutôt des entreprises où le climat social est pas mauvais, où on fait déjà pas mal de choses, et en fait c'est plutôt que comme c'est dans différents départements de l'entreprise, on ne sait pas qu'on fait tout ça. Et c'est pour ça que je vois la RSE comme un système d'exploitation de l'entreprise, c'est que c'est vraiment le moyen de se dire qui fait quoi, où est-ce qu'on pourrait s'améliorer, est-ce qu'on a un peu une stratégie autour de tout ça, et justement de faire quelque chose de positif de tout ce qui est fait partout dans l'entreprise. Et en même temps, ce petit dico de la RSE, vous y cultivez aussi un regard critique. Pourquoi ? Ça vous semblait essentiel ? Bien sûr, parce que il faut absolument que les mots soient à surveiller. Hein, oui, bien sûr, parce que je suis pas non plus, même si je suis quelqu'un de positif, et même si j'ai espoir dans le fait que on arrive à changer la situation, même si en ce moment on a un peu des moments de doute. Il faut bien sûr connaître aussi la limite des mots. Donc c'est important aussi de ne pas faire un dictionnaire à la gloire de la RSE, mais plutôt justement et c'est pour ça que j'ai voulu cette formule en disant il y a quand même des choses à surveiller dans ce domaine-là. Ouais. Alors, je continue de le feuilleter. Page 81, impact carbone. Alors, je pense que c'est l'une des formules que j'utilise le plus forcément dans cette émission depuis 5 ou 6 saisons. Quantité d'émissions de gaz à effet de serre exprimée en tonnes équivalent CO2 générées par une activité, un produit ou une organisation. Et là aussi, j'aime bien à chaque fois regarder ce que vous dites à surveiller. Le périmètre de calcul et les hypothèses choisies modifient radicalement les résultats. Je trouve ça très intéressant parce que quand une entreprise affiche des ambitions en termes d'impact carbone, c'est pas si facile de savoir à quel point ces ambitions sont réelles. Votre avis là-dessus ? Alors, c'était justement l'objectif de ces normes européennes, c'était de dire, vous ne pouvez pas vous permettre d'un rapport RSE sur l'autre de faire disparaître tout à coup un indicateur parce qu'il n'est pas en votre faveur. Donc on aimerait bien déjà, et je pense que c'était une très bonne idée, de dire tous les ans il va falloir publier les mêmes indicateurs, et voilà les indicateurs dont on a besoin. Avec un périmètre de calcul, je reprends l'expression qui est la vôtre, qui est le même, qui reste oui, parce que si je sous-traite toute ma fabrication à l'autre bout du monde, bien sûr que j'ai un impact carbone très faible en France ou en Europe, et je peux raconter ce que je veux et dire que j'ai isolé mes bureaux et que j'ai loué des vélos à mes salariés. D'accord, mais si je ne fais que vendre des bouts de plastique qui sont fabriqués à l'autre bout du monde et qui ont transité sur un vieux cargo au pétrole, je me fiche un petit peu du monde. Voilà, c'est ça l'idée. Est-ce qu'il y a un mot, le mot peut-être le plus méconnu, celui qu'il faut surtout aller chercher en ouvrant votre petit dico ?
Alors, il y a des vocabulaires techniques comme CSRD. Il y a un mot qui est peut-être celui que je conseillerais à certaines équipes de marketing ou de communication d'aller regarder, c'est le mot greenwashing. Hein, c'est sûr, ça, il n'est pas méconnu. Voilà, parce que c'est de plus en plus difficile de faire croire qu'on n'a pas fait exprès et qu'on est tombé dans le greenwashing, d'accord. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, un petit peu dans tous les domaines, et dans le domaine justement du développement durable. C'est pour ça que c'était important pour moi de coucher ces mots sur le papier. Les mots ont un sens, ce sens est important et on ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Donc voilà, si on ne veut pas tomber dans le greenwashing et faire de la communication responsable, c'est peut-être la définition qu'il faut commencer à lire. Ouais. Je prends le principe des 3 R. Là aussi, on est dans les questions d'économie circulaire, réduire, réutiliser, recycler, avec ce qui est très important, et on l'oublie parfois, la hiérarchie des priorités. C'est-à-dire que souvent, on met en avant le recyclage alors qu'il faut penser au reste, quoi. C'est ça ? Alors bien sûr. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recycler. Bien sûr. Mais malheureusement, on sait que, si on ne produit pas, c'est encore mieux, quoi. Le recyclage du plastique, en France, c'est 9% de tout ce qui circule comme plastique. Ouais. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas le faire, parce que ça ferait 9% en moins qui est recyclé. Mais il faut plutôt produire moins de plastique, utiliser moins de plastique, essayer de revenir à la consigne du verre de ma grand-mère, à son panier en osier qui lui permettait d'aller au marché du coin faire les courses, et qui malheureusement ont disparu parce que c'est moins cher. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas trop de jargon ? C'est aussi la réflexion que je me fais quand je lis ce petit... Alors il sert à ça, ce petit dico de la RSE, à s'y retrouver, à comprendre le nombre d'acronymes en plus anglophones qu'on manie, on s'y perd. Bien sûr, oui, non, mais mais même le mot RSE est un mot un petit peu difficile. Il faudrait trouver un autre mot pour créer un autre imaginaire. D'une certaine façon. Ce serait peut-être pas mal. C'est vrai que le terme d'impact, et qui est le nom de votre émission en plus, est pour moi un terme intéressant. Ce que j'aime bien dans RSE quand même, c'est cette responsabilité. Ma définition à moi de la responsabilité sociétale d'entreprise, c'est plutôt de dire que c'est le devoir avec un grand D que les entreprises doivent sentir, de dire ce qu'elles font, d'être plus transparent sur leur mode de fonctionnement, et puis d'assumer leurs erreurs. Parce que ça fait 10 ans que les plus grandes entreprises, surtout, produisent des rapports RSE incroyables où elles nous font croire qu'elles vont sauver le monde. Plus personne n'y croit. Par contre, avoir beaucoup de transparence et pouvoir dire, oui, il y a des limites quand même dans ce que je peux faire pour réduire mes émissions de carbone. Il y a des limites dans ce que je peux faire dans la surveillance de ma chaîne de production, dans le respect des droits de l'homme ou des droits du travail. Ça, c'est quelque chose que les consommateurs attendent, et c'est quelque chose que les salariés aussi dans l'entreprise attendent. Il y a pas mal de patrons, de patronnes de PME qui se disent mais c'est compliqué, est-ce que je peux intégrer des objectifs, des ambitions RSE, notamment environnementales, sans sacrifier ma compétitivité ? Bien sûr. Est-ce que ça fait partie des inquiétudes que vos clients, là je reviens à Skillfuls, vous expriment ? Bien sûr. Ce que fait mon agence, c'est via des conférences que j'anime, via de la formation, mais c'est beaucoup plus du passage à l'action aussi via des ateliers ou de l'accompagnement. Et notamment, nous sommes partenaires du label, de la plateforme EcoVadis, qui est une plateforme française, Cocorico, qui existe depuis 10 ans, mais qui est reconnue à l'international, et qui justement a cet avantage de simplifier pour ces chefs d'entreprise qui veulent faire quelque chose, mais sans y sacrifier leurs bénéfices, simplifier le passage à l'action et justement leur permettre d'avoir rapidement un diagnostic sur où ils en sont et où est-ce qu'ils pourraient faire des efforts. Et ce qu'on oublie bien souvent, et c'est ce que j'essaie via Skillfuls de faire, c'est que la RSE doit pas être vue comme une contrainte, elle doit être vue justement comme de la création de valeur. Quand je vais faire baisser mes émissions de carbone, je vais challenger mes factures d'électricité, d'énergie, etc., etc. Donc forcément, ça va avoir un effet positif. C'est pour ça que le directeur financier est souvent très content. On termine là-dessus. Merci beaucoup Mathieu Bruckert de votre petit dico de la RSE publié... auto-publié en fait par Skillfuls. Voilà, on passe tout de suite au grand entretien de ce Smart Impact avec Nicolas Perdry, associé chez EPSA Sustainability.